Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 11 juin 2025. Très heureuse de vous avoir nombreux en train de suivre ce magazine. Analyse, commentaires, débat sur l'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors vous aurez des analyses d'Isaac Ngwenza et Patrick Bala sur 3 sujets d'actualité. Nous avons retenu ce matin. Tout d'abord, la 12e conférence de gouverneurs à Kolwezi, 2e journée aujourd'hui. Cette conférence de gouverneurs qui est axée sur la couverture santé universelle. Nous en parlerons avec nos invités. En justice, c'est l'affaire Constant Moutamba. Constant Moutamba qui récuse le procureur général près la Cour de cassation. Quelle suite dans cette affaire? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis nous allons revenir sur l'interview, l'émission du vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, sur une radio de la place, je cite, Top Congo. Cette émission qui effraie la chronique, qui fait grand bruit. Nous allons analyser le contour de cette émission avec nos invités. Merci de nous rester fidèles et de suivre Canal Congo Télévision à travers ce magazine kiosque. Patrick Bala, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. Je salue mon frère Isaac en face de moi pour ce moment d'échange. Voilà. Isaac Ngwenza, bonjour, bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour à tout le monde qui nous regarde à ce moment. Particulière salutations à Lydia Menayam et à Stockholm qui nous regardent. Et je profite de cette occasion pour dire aux Kinois que nous devons manifester l'amour de notre ville, la ville de Kinshasa. Nous voyons l'hôtel de ville en train d'assainir. Par exemple, la place Victoire, on a détruit les marchés pirates, des marchés désordonnés. Je pense que la prochaine étape que nous sommes en train d'attendre, nous voudrions voir l'hôtel des villes ou l'administration urbaine asphalter, rendre attractifs tous ces lieux publics tels que Victoire et tout là. Je pense que si l'hôtel des villes n'avait pas prévenu, c'est là que ça pose problème. Je pense prochainement, lorsqu'on veut démolir, qu'on ait l'habitude de prévenir les gens. Que ça soit vraiment connu, tout le monde sait que tout le monde a 2 semaines pour évacuer son commerce dans la rue, pour évacuer sa table dans la rue. Quand on atteint plutôt la date limite, on commence à détruire, personne ne va se plaindre. Malheureusement, on ne sent pas l'avertissement de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville doit avertir dans tous les médias que, par exemple, du 15 au 30 juin, tout le monde qui se trouve dans la rue, vendant dans un endroit inapproprié, doit enlever son commerce. Vous êtes sûr qu'il n'a pas averti? On a averti quel jour? Gisèle, regarde. Il faut vérifier. Regardez. Non, j'ai dit ceci. Quand il y avait Covid-19 ici, qui pouvait dire que je ne suis pas au courant? Si on avertit toutes les chaînes de télévision, les radios, même des banderoles dans la rue, 15 jours de dégager, à ce moment-là, quand on viendra détruire, on dira aux gens, on vous a averti, pourquoi vous ne l'avez pas obtempéré? En tout cas, que ça soit connu, quand on avertit, que ça ne soit pas en cachette, que ça soit public, que tout le monde sache que, si une semaine, même dans des bus partout là. Maintenant, celui qui sait qu'on ne s'entête pas devant l'État, il va ôter son commerce. Celui qui s'entête, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Hein? C'est un peu ça. Merci Isaac Ngwenza. J'ai annoncé 3 sujets. On peut commencer par lequel, je crois, l'émission de Jean-Pierre Bemba, parce que ça touche vraiment la profession. Hein? Parce que ça touche la profession. Jean-Pierre Bemba qui était sur Top Congo. Il a fait une révélation. Après, nous avons vu le journaliste Christian de Sakrenou, notre aîné, qui est revenu sur les propos de Jean-Pierre Bemba. Alors, Isaac Ngwenza, d'abord parlons profession. Comment est-ce que vous avez, je ne vais pas dire perçu ou que vous analysez cette sortie médiatique ou les contours même de l'organisation de cette émission, Christian de Sakrenou et Jean-Pierre Bemba? Merci Gisèle. Je pense qu'en tant que professionnel des médias, la première réaction que j'ai,
c'est d'abord de détecter la ligne éditoriale de la radio Top Congo. Parce que toute chaîne de télévision ou radio a une ligne éditoriale. Il faut d'abord comprendre la ligne éditoriale de Top Congo. C'est laquelle? Ça, j'arrive. Des deux. Nous sommes dans un pays en guerre. Moi, je suis journaliste, mais avant d'être journaliste, je suis congolais. Nous avons en face de nous un État, le Rwanda, qui nous mène la guerre, utilisant quelques Congolais corrompus, et aujourd'hui, ce n'est plus à cacher. Récemment, une grande chaîne américaine, NBC, vient de publier un documentaire accablant, mettant à nu Kigali et Kagame, que ce sont eux qui mènent la guerre au Congo. Même le titre du documentaire, même c'est Hidden Invasion, c'est-à-dire invasion cachée. Donc aujourd'hui, sur le plan international, c'est connu que la guerre qu'on a à l'Est, c'est l'État rwandais qui a effectué une incursion militaire de son armée, RDF, Rwanda Defense Forces, pour déstabiliser le régime de Kinshasa. Donc M23, AFC, ce sont des supplétifs de l'armée rwandaise du Rwanda. Ça, c'est connu, ça, c'est d'un côté. Maintenant, nous avions vu l'ancien président de la République pendant 18 ans, Joseph Kabila, après les élections de 2018, quand il a échoué, il remet le pouvoir à Félix Tshisekedi. Quelques années plus tard, après le premier mandat, nous avons vu Corneille Nangaa, qui était président de la CENI, un proche de Kabila, quitter Kinshasa, aller à Nairobi pour lancer un mouvement insurrectionnel appelé AFC. Et Nangaa déclare que l'AFC est allié du M23, les Rwandais, que Kabila aurait combattu quand il était au pouvoir. Donc, et l'AFC et M23 sont les deux mouvements soutenus par le Rwanda. Et on voit le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, faire une déclaration après longtemps de silence, dire que pourquoi l'Afrique du Sud soutient le régime Tshisekedi, les revendications du M23 sont légitimes. Maintenant, la grande question que l'opinion se pose, le même M23 que Kabila a combattu, les revendications passées, c'est différent des revendications d'aujourd'hui, toujours les mêmes prétextes, on cherche des Banyamulenge, pardon, on protège les Tutsis qui sont au Congo, tantôt ce sont des FDLR qu'on cherche, mais en réalité ce sont des minéraux. Et on voit le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, rejoindre la rébellion. Mais ça, c'est un acte de haute trahison. Un Congolais digne de son nom ne peut pas comprendre le Rwandais que Kabila, le père, avait même déclaré que le problème que nous avons, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression, ce sont des Rwandais. C'est là que personne ne croit aujourd'hui que Kabila doit être le fils de Mouzé. Ça, on peut faire gober ça. Même un imbécile ne croira plus ça. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que Lusako a fait. Je n'ai pas été surpris quand j'ai compris que sa mère est rwandaise. La mère de qui? La mère de Lusako, non, c'est pas un secret. Nous n'entrons pas dans ça. Non, si, bien sûr. Gisèle, il faut voir, regardez, je suis en train d'arriver. S'il vous plaît. Si je dis sa mère est rwandaise, je suis à la télévision. Il faut des preuves. J'ai dit, je suis à la télévision. Sa mère est rwandaise, c'est pas un secret. Il faut des preuves. J'ai dit ceci. Si tu cherches des preuves, même après l'émission, tu auras des preuves. Le problème, là, je suis le professeur, je vais dire ceci. Revenons sur les déroulements de l'émission. C'est ça qui fait débat. C'est-à-dire après l'émission, mais je vous montre, est revenu. Quand je parlais de ces sources-là, c'est ce qui provoque ça. C'est comme moi ici, par exemple, moi je suis de Bongandanga. Il y a un problème là, nous sommes menacés, et puis vous me voyez défendre parce que mes sources sont de là. C'est un peu ça. Quand j'ai soulevé que sa mère est rwandaise, c'est parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui un Congolais comme moi. Le vice-premier ministre de transport, Jean-Pierre Bemba, passe à la radio pour dire, par exemple, que pendant la période de Kabila, pendant son époque, plus de 60 millions de dollars allaient au Rwanda et tout là. Et un Congolais se met debout, et un journaliste de surcroît, dire que non, j'ai appelé tel gouverneur, c'est faux. Mais ça, c'est très grave, c'est gravissime. Justement, par rapport à ces gouverneurs, là on cite Déo. Et puis, c'est quel gouverneur? Bon, que ce soit Déo Gracias, que ce soit Massangou, que ce soit Jean-Claude Massangou, ce sont tous des gouverneurs qui ont été nommés par Joseph Kabila. Donc c'est normal.
Mais pourquoi il n'est pas allé se renseigner les contraires, pourquoi il n'est pas allé se renseigner chez l'actuel gouverneur? Parce qu'au nom de la continuité des services administratifs, vous ne pouvez pas aller demander à l'ancien gouverneur. Par exemple, CEC ici, CEC. En 2013, on a lancé un certificat CIRGEL pour protéger le coltan, le cassitérite et le wolframite. À l'époque, c'était Alexis Mikanji qui était directeur général de CEC. Mais si j'ai une question qui touche ou une préoccupation qui touche au certificat CIRGEL, je ne dois pas aller chercher Alexis Mikanji. Il y a le DG Freddy Mwamba qui est là, je dois aller chez lui. Mais pourquoi Christian Lusako ne pas aller faire ses enquêtes à l'actuel gouverneur? Il a cherché les anciens gouverneurs. Donc il y a déjà quelque chose qui sonne mal. Vous voulez dire quoi? Ces gouverneurs sont proches de l'ancien président? Exactement. Et ce sont tous les gouverneurs qui étaient nommés. Alors pour donner la parole à Patrick Bala. Attends, je vais chuter ici. Qui étaient nommés par Kabila. Le vrai problème, c'est que quand le pays est en guerre, il n'y a pas longtemps, le gouvernement avait interdit, ou le CESAC, de ne pas citer les noms de l'ancien chef de l'État. Ils ont raison. Le pays est en guerre, nous devons sauver notre pays. Nous n'avons qu'une seule nation, une seule patrie qui est le Congo. Donc, si aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, l'ancien président qui veut donner des leçons de gouvernance à l'actuel régime, dire que voilà, vous détournez, il y a ceci là. Si aujourd'hui, moi je me mets à dire dans cette émission que pendant le régime de Kabila, vous avez entendu Matata Ponyo, président, premier ministre, déclarer que chaque année il y a fuite de capitaux plus de 4 milliards. Et on a aussi suivi Louzo Lobambi comme responsable de cette structure de la lutte contre la corruption, parler de plus de 15 milliards de dollars qui échappent à l'État. Et quand on dit qu'au Rwanda, il y avait presque 60 millions de dollars qui allaient au Rwanda chaque mois. Et ça m'étonne que Christian Lusako ne puisse se référer à une banque centrale. Alors que pendant les 18 ans de Kabila, il y avait beaucoup d'argent ici qui allait au Rwanda. Par exemple, moi en 2015, quand les Burundais ont fui les menaces de Kourouziza, de briguer un troisième mandat, ils étaient réfugiés à Uvira et à Fizi. En tant que journaliste d'investigation, je devais aller mener une enquête sur ces réfugiés burundais. Je prends un billet de la MONUSCO, j'arrive à Bukavu. Pour aller à Uvira, je suis chez nous au Congo. Pendant 18 ans de Kabila, il a refusé de construire une route qui doit quitter Bukavu jusqu'à Uvira pour que tout Congolais qui veut aller à Uvira puisse payer le péage au Rwanda. Donc, je vais à Uvira, on entre au Rwanda, on paye le péage là-bas, on roule sur la terre rwandaise, on arrive en RDC à Kamanyola, on entre, on prend la plaine de Ruzizi jusqu'à Uvira et Fizi. Combien d'argent le Rwanda a gagné avec ça? Prenez encore une autre chose. Pendant plus de 10 ans, on avait un gouverneur, on avait un directeur général de la douane, Mounia Moulenge, Deo Rugwiza. Pendant 10 ans, toute marchandise qui entre à Bukavu et Goma paye la douane au Rwanda. Ça quitte Dar es Salaam ou Kenya, ça arrive, au lieu d'arriver directement à l'aéroport international de Goma, ou bien par RDC directement, les marchandises doivent d'abord arriver à Kigali ou au Rwanda. On paye la douane là-bas et ça entre ici au Congo. Et tous ces avantages, Kigali n'en a plus à partir du moment où Tshisekedi est devenu président de la République. Et il nous mène la guerre. Et voir un journaliste qui prétend être congolais et défendre Joseph Kabila à la télévision, à la radio, même si c'est sa radio, là c'est inadmissible. Je pense aussi que ce n'est pas professionnel. La moindre des choses, quand c'est plutôt l'autre camp qui est lésé, qui pouvait venir avec un droit de réponse, mais pas toi journaliste passer le matin dire que non c'est faux, c'est que le peuple m'a dit c'est faux, ça c'est très grave, et vous prenez aussi votre plateau comme un tribunal. Non, il y a eu de laisser aller, franchement. Franchement, donc je pense que ce sont des choses, c'est ça où le gouvernement doit, sous notre cieux comme à l'Ukraine, on va fermer votre radio. Nous sommes en guerre. Vous n'allez pas trop loin là. Et je vous jure, Gisèle, vous n'avez aucune idée des gens qui meurent à l'Est. Hein? Merci Isaac. Patrick Bala. Oui, madame. Des analyses de Isaac, je comprends qu'il fustige un peu le fait
qu'on soit en même temps juge et partie. Pour lui, c'est ça, Isaac? Ou là, est-ce qu'on exige un droit de réponse de la partie lésée, mais le fait que le journaliste est revenu pour dire que ce qui a été raconté n'est pas du tout vrai et qu'il aurait appelé les gouverneurs, les anciens gouverneurs, qu'Isaac qualifie même d'être des kabylistes. Hein. Voilà, ça c'est selon Isaac. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un avis contraire? Merci d'abord pour cette question. D'abord, d'entrée de jeu, quand moi j'ai suivi cette émission, cette interview sur Top Congo, il y a deux éléments capitaux qui ressortent de ce message important. Premièrement, la grande partie, c'est du déjà dit. C'est du déjà connu. Nous, on en a parlé depuis que Kabila est devenu président de la République. Mais la seule différence, c'est que le VPM Mbemba est mieux placé que nous. C'est-à-dire en termes de détention, des secrets de défense, secrets d'État, il connaît suffisamment sur ce qui se passe. Moi, je peux parler, mais je ne détiens pas les preuves, bien que ça soit vrai. Bien que ça soit vrai. Moi, je connais les grandes sœurs de Moussa Lubumbashi, je sais Maman Kibao habite ici, je sais tel. Je connais plusieurs des enfants, c'est pas des nièces et autres, là on les connaît, mais généralement à Lubumbashi, les gens disaient, ne connaissaient pas d'où ils venaient. Et ça avait fait déjà polémique dans le temps. Et on a fait tabula rasa au nom de la paix et tout, depuis qu'on a mis le M+4, je crois M+4, c'est ce qui avait effacé un peu cette histoire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est déjà entendu, du déjà vécu. Aller en Tanzanie, on se moque de nous. Aller au Rwanda, ils vous le disent ouvertement. Au Rwanda, on vous le dit comme ouvertement. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un match amical Congo-Rwanda. On nous avait battu 1-0 à l'époque des Bengue. Au prélude du Chan, comme Congolais, ébullition, le stade était très bon, mais quand on nous a marqué, vous voyez le refroidissement du coup, et les Rwandais ont commencé à se moquer de nous. Ils ont donné des révélations au stade. Ils vous disent... preuves, je risque d'appeler là-bas. Pardon? Je risque d'appeler là-bas pour avoir... Kagame m'avait pris, il m'a craché. Il n'a pas su me garder au Rwanda. Donc, qu'il vienne même aujourd'hui, il ne le saura toujours pas. Parce qu'il ne sait pas qui je suis. Alors, le problème est que, quand ils ont commencé à répondre à nos effectifs, vous voyez, ce mot qu'ignorant dont vous dit, vichouchou, c'est-à-dire des idiots, des ignares. Vous parlez trop, vous ne faites rien. On répond, vous êtes des voleurs, vous avez construit ce stade avec l'argent. Ils disent, oui, nous sommes voleurs, mais nous construisons. Mais vous, quand vous volez, vous mettez où? Hein? The mind. Le cerveau chez vous, ça ne fonctionne pas, chez nous, ça fonctionne. Et nous allons vous prouver que quand nous allons terminer à construire le Rwanda, nous allons maintenant commencer à construire le Congo, parce que Kagame gère deux pays. Ça vient de Rwandais. Et c'est fréquent, demandez à toute personne qui fréquente le Rwanda, on va te... Ils ne cachent jamais. Ils disent tout simplement, pour eux, le Congo est une appendice du Rwanda. L'inverse. Hein? Ça, c'est le discours connu. Notre fils vous dirige. Il est là comme couverture, c'est Kagame qui dirige le Congo. Ça, c'est un discours connu de tout le monde. Ce n'est pas un secret. Vous allez en Tanzanie, on vous dit, ah, c'est lui qui était ici. Donc, en Swahili, en Tanzanie, on vous dit, ah, c'est-à-dire, si je viens aussi au Congo, moi aussi, je peux être président. Parce qu'on voit des chauffeurs devenir président au Congo. Donc, au Congo, c'est une sorte de foire. Vous comprenez un peu l'image que de ces gens-là avaient pendant 18 ans sur le Congo. Donc, le VPM Jean-Pierre Mbemba n'a fait que secouer ce que les gens avaient un peu endormi. Qui était en somnolence, il a réveillé. Mais la question fondamentale, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi attendre seulement maintenant? Certains pensent, est-ce c'est par vengeance pour les 10 ans connus à la CPI? Son moment est venu, lui a le plein pouvoir, l'autre n'a plus de pouvoir. Est-ce c'est le revers de la médaille? C'est une manche. D'autres se disent non, c'est le moment où on pense, où le président qui est un repris de la justice, faudra le charger. Vous comprenez? Si on arrive à découvrir et à prouver suffisamment qu'il n'est pas congolais, qu'est-ce qui adviendra? Maman Sifa qui avait dit que c'était son fils. Qu'est-ce qui adviendra? Vous voyez un peu, le problème est tellement sérieux et profond. Les gens ont pris ça pour une polémique. Mais c'est une polémique positive qui doit éveiller les consciences pour assurer une cohésion
social. S'il est prouvé à suffisance qu'il est étranger, moi je pense que tout celui qui s'est dit congolais devra se retourner contre l'ennemi de la République qui a facilité au Rwanda de nous piller, parce que c'est insensé aujourd'hui qu'on voit quelqu'un qui est venu en botte, comme le disait Moïse Katumbi. Vous êtes venu ici en botte, vous n'aviez même pas de vélo. Aujourd'hui, le Congo vous a tout donné et vous vous retournez contre cette mère qui vous a nourri pendant 18 ans. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc ça fait mal. Aujourd'hui, celui qui s'est dit réellement congolais doit se liguer pour la cause nationale. Un ennemi, on doit le traiter tel que. Maintenant, quand j'entre en Christian Lusakwen, l'émission qui fait débat. Oui, dans cette émission, on a senti qu'il avait des questions poignantes. Et des fois, il voulait emballer le VPM à gauche et à droite, mais j'ai trouvé le VPM mieux préparé, serein. À certaines questions, il ne répondait pas. Il avait une ligne bien tracée pour éventrer réellement le BOA. On dit qu'il n'a pas recadré tout au long de l'émission. Donc, il tentait certaines choses, mais le VPM avait déjà compris le jeu. Il est allé tout droit avec son message jusqu'à la fin. Ça secouait certains esprits. On s'est dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui était là, mais en somnolence. Il faut saisir ça au bon. Mais ce qui dérange, c'est quoi? C'est le fait d'être juge et parti. Donc là, ça affecte votre profession. C'est-à-dire, en clair. Non, un journaliste, c'est comme on dit, c'est l'église au milieu du village. Vous recevez les opposants, vous recevez la société civile, vous recevez ceux qui sont au pouvoir. Vous devez laisser. Vous n'avez pas seulement leur... Vous détruisez négativement. Voilà. Il nous fallait dire fois de guerre où il faut à l'Ukraine. On a le temps de lancer la réponse. Hey. Contre qui est lésé. Vous pouvez pas prendre la famille passe son proche. Et c'est ça qu'a interdit. Ou lui-même, mais j'ai vu Ferdinand parler. C'est pas quoi là. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, non. Parler au nom du PPRD. Les activités sont suspendues. Mais Ferdinand de parler, mais sous la couverture d'une structure. Il a parlé de cette casquette. Il a parlé comme soutenant Kabila. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'il devait faire, par exemple, laisser l'espace en termes de droit de réponse à ceux-là qui ont été lésés, ceux-là qui ont été attaqués, ceux qui ont des éléments de réponse. Peut-être vous pouvez nous prouver suffisamment si Kabila réellement était congolais. Si réellement Kabila touchait ou ne touchait pas l'argent, si Kabila, ça c'est un droit de réponse. Du choc des idées jaillit la lumière. Mais pas jouer ce rôle qu'il a fait. Vous allez mener vos enquêtes. D'abord, en termes de chronologie, suite des faits déjà passés.
dans un camp où certains sont même des repris de justice comme des gracias, de choses comme ça, et vous venez dire qu'il a dit faux. Mais on peut porter plainte contre vous. C'est là où moi j'aimerais voir maintenant Christian Bossembe. C'est saisir de cette question pour regarder, parce que c'est ça la réglementation. Il faut réguler les médias. Est-ce le rôle du journaliste de répondre en termes de droit de répondre? La réponse est non. Vous avez tout un tas, un chapelet, des mesures, c'est pas des sanctions, de tout. C'est pas une voie disciplinaire peut être lancée. On n'a pas dit qu'au niveau de l'UNPC, il y a des intouchables et des touchables. Non. Vous tous, vous jouissez de mêmes avantages liés à vos lois. Moi, je pense qu'on doit recadrer. Il faudrait normalement réprimer ça qui a été fait. Et j'insiste sur le fait qu'on doit asseoir une ligne éditoriale d'une communication de guerre commune pour toute l'étendue de la République démocratique. Au sujet de cette somme d'argent qui allait vers le Rwanda, il y a aussi une vidéo de Willy Michi qui circule. Non, non. Quand je vous dis, ce sont des choses qui étaient connues. Ce sont des choses qui étaient connues. Il y a une dame qui est déjà partie, personnelle, qui était dans cette mafia-là. À Goma, elle était avocate, elle est déjà partie, elle a beaucoup servi le Rwanda, tout. Mais cette dame nous racontait des trucs. C'est pas que je t'ai dit, nous sommes en difficulté parce qu'on n'a pas de preuves. Mais c'était des vrais témoignages. Bon, j'étais cherché à 3 jours, 4 jours, je n'étais pas là. Oh, tu sais là où j'étais, non? Elle t'a dit, on est dans une fête, on arrive, on nous appelle à l'occasion de rien, on a, c'est de champagne, tout ça à Kigali. Parce que Goma, Kigali, c'est 3 heures du temps de route. Allez, on est là, on boit, et puis, je vois le chef d'état-major du Rwanda, qui était chef d'état-major d'ici, qui vient, qui la salue. Elle avait ces grandes relations-là. Dit, je reviens, continue à boire, je reviens. Et il revient à 1 heure. Tu étais où? J'étais à Kinshasa. On m'a envoyé un jet qui est venu me prendre. Je suis allé assister à une réunion à Kinshasa. Et je suis revenu. Ça, c'était connu. Nous, on connaissait tous ces jours. Et c'était des grosses sommes. Et ce n'est pas seulement le Rwanda, il y a la Tanzanie aussi. Ce n'était pas seulement le Rwanda. Il y a plusieurs pays limitrophes qui ont permis à ce régime puisse s'asseoir pendant 18 ans au pouvoir, avec des grands bénéfices, parce qu'en Tanzanie, où pendant 18 ans, nous avons construit des grands immeubles, nous avons construit des grandes entreprises. C'est en Tanzanie. La Tanzanie devait nous protéger. Mais ce n'était pas gratuit, madame. Ce n'était pas gratuit. Et vous avez vu quand Félix Tshisekedi est arrivé, c'est parmi les causes de la guerre. Tous ces bénéfices de la Tanzanie ont été arrêtés. Vous avez vu la révisitation de la gestion des traversées frontalières entre la Tanzanie et le Congo. Ce n'était pas des faits bénins, ce n'était pas par hasard. Donc, il y avait des fonds qui sortaient. Donc, le régime congolais était en train de subvenir à plusieurs officiels au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Merci Patrick Bala. Nous passons à notre sujet. C'est le deuxième sujet, non? Non, un autre sujet. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Parce qu'il a parlé, voilà. Peut-être vous oubliez. Mon grand frère, Patrice Boto, qui est journaliste, pourquoi il a fait quelques mois en prison à Makala? Parce qu'il avait dénoncé dans son journal, le journal, 30 millions de dollars envoyés à Tanzanie. Vous vous rappelez, non? À ce moment-là, j'écrivais. J'étais journaliste dans le journal. Il avait publié un article intitulé 30 millions de dollars envoyés à Tanzanie. Donc, Kabila a envoyé 30 millions de dollars à Tanzanie pour qu'on paye les enseignants tanzaniens. Il a fait la prison. C'est comme mon co-débatteur dit, il y a beaucoup de choses, mais pendant les régimes de Kabila, vous avez parlé comment? Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on parle des détournements et tout là, il y a une entreprise que tu connais très bien, Kibali Gold Mines. Cette joint venture, que ça a commencé en 2009. Mouzito était Premier ministre. D'accord? Et Kibali, c'était 2 entreprises. 2 grands miniers qui étaient venus, Rand Gold Resources et puis Anglo Gold Ashanti. Quand ils ont mis en place ce projet d'exploitation de l'or, de grande envergure à la province orientale, selon le partage des dividendes, Rand Gold Resources devait avoir 35%. Anglo Gold Ashanti devait avoir 35%. Et Sokimo, qui représente l'État congolais, devait avoir 30%. D'accord? 35, 35, 30.
Mais le gouvernement congolais à l'époque de Mouzitou propose à Kibali d'acheter nos 30%. Que l'État congolais ne soit pas dans les dividendes. Les Anglais ont dit non, non, nous ne pouvons pas mener une grande entreprise d'exploitation de l'or de grande envergure sans qu'on ait l'État congolais comme partenaire. Au lieu d'acheter les 30%, nous allons acheter 20%. Nous vous gardons les 10%. Et les 20%, à l'époque, la compte qu'ils avaient donnée au gouvernement à l'époque, c'était 116 millions de dollars. Au moment où on avait dénoncé ici que le Premier ministre Mouzitou est en train d'acheter des maisons partout à Kinshasa. Et à l'époque, quand j'ai voulu dénoncer ça dans le journal, on m'a dit, so combien on va au mayo, to bomba. Et aujourd'hui, comme ces gens veulent donner des leçons, on peut commencer à leur rappeler tous les... On parle même des contrats léonais. Si vous voulez seulement comprendre, Gisèle, hein, même chercher des preuves, regardez Kigali de 1997 et Burundi de 1997 avant d'entrer au Congo. Avant qu'ils commencent leur aventure de guerre au Congo. Regardez comment se présentait le Rwanda en 97. Regardez Burundi. Aujourd'hui, regardez ce que le Rwanda est. Regardez le Burundi. Vous comprendrez que... Et puis, ils le disent comme mon co-débatteur a dit. Moi, je suis allé au Rwanda au moins 4 fois. On nous disait, c'est notre frère qui vous dirige. On vous dit ça comme ça à Kigali. Moi, je suis allé à Kigali 4 fois. 2011, 2013, et puis 2015 et 2018. Et on vous montre, on dit, on voit ces immeubles ici, c'est pour lui. Là, c'est pour lui. Vous êtes là comme ça. Merci. Et aujourd'hui, quand on dénonce ça, vous cherchez des preuves. Regardez ce... Et pourquoi il y a la guerre aujourd'hui? Parce que le président Tshisekedi arrive, il met fin à ça. Il dit trop c'est trop, cette guerre à l'Est doit s'arrêter, même s'il faut laisser ma peau pour que la paix revienne, je le ferai. C'est ce qui a causé la recrudescence de l'insécurité à l'Est. Merci Isaac. Alors nous passons à notre deuxième sujet, c'est la conférence de gouverneurs. C'est vous qui avez la parole. La conférence de gouverneurs axée sur santé universelle. Hein, voilà. Alors Isaac Ngwenza, d'abord, le déroulement de cette conférence, les conférences de gouverneurs. Alors, quel impact ces conférences ont sur les développements des provinces? Parce que je suis dit hier, les gouverneurs en train de fustiger le fait que plusieurs recommandations ne sont pas mises en pratique. Bon, en tout cas, la fois passée, je vous ai dit la même chose concernant la 11e conférence. J'ai dit, je trouve ça comme un conseil des ministres, mais au niveau... des provinces. C'est-à-dire, c'est le moment d'évaluation. Chaque conférence de gouverneurs, il y a des résolutions qui sortent et chaque province devait les mettre en pratique. Je pense à la dernière conférence du gouverneur, c'était au moment où le chef de l'État voulait changer la constitution. Et chaque gouverneur devait préparer les Congolais, sensibiliser, vulgariser, montrer les failles de cette constitution et suggérer que le peuple soit prêt à voter oui pour le référendum constitutionnel. Actuellement, on parle de couverture de santé universelle. Ça, c'est bien. Nous tous, nous souhaiterons que quand on est malade, on est Congolais, qu'on bénéficie des soins de santé appropriés. Ça, c'est vraiment souhaitable. Mais ce qui est sérieux, même si on ne le dit pas, cette 12e conférence des gouverneurs a lieu dans un contexte où le pays est en guerre. Vous voyez? Je pense que c'est le moment que tous ces gouverneurs fassent comprendre aux Congolais les vrais enjeux de la guerre, les vrais motifs de la guerre et les vrais ennemis des Congolais. Moi, je l'ai dit et je le réitère ce matin, que les Congolais doivent savoir que les problèmes que nous avons au Congo, ce n'est même pas AFC, ce n'est même pas M23, mais c'est le Rwanda, Kagame contre l'État congolais, contre le peuple congolais. Et Kagame utilise Kabila, utilise Nanga et tout là. Mais je pense qu'avec le deal avec les États-Unis, si les États-Unis décident d'aider le Congo à pacifier le pays, on donnera seulement un mot d'ordre à Kagame de retirer ses troupes de l'Est. Et ça sera fini. Parce que Kagame, c'est un petit monstre que les Américains eux-mêmes ont façonné. Si on lui dit retirez vos troupes du Congo, s'il s'entête, il sait au moins ce qui peut lui arriver. Et je pense
Tout le monde aujourd'hui qui se trouve à la AFC de Nanga ou M23, qui se détrompe aujourd'hui, qui ne pense plus que les choses seront comme avant. On arrive à signer des accords, on vous donne des postes ici, ministre et tout là, et on prend vos rebelles, vos tueurs, vos terroristes et on les met dans l'armée. Ça ne viendra plus. Je pense que quand le moment viendra, comme on avait dit à OM23 en 2013, quittez Bunagana, allez vous réfugier en Ouganda. Ils étaient là. Soyez là, les jours où on va vous dire de retourner au Congo, vous allez retourner. C'est ainsi que les M23, qui causent la désolation à l'Est aujourd'hui, ils sont entrés au Congo à partir de Bunagana, là qu'ils étaient, quand ils étaient dernièrement pourchassés par Mamadou Ndala et tout là dans une opération militaire. Mais le Rwanda avait reçu l'ordre de retirer ses troupes de Bunagana pour aller se réfugier en Ouganda. Ils étaient là. Et je pense, c'est que moi j'attends. Je sais que la fin de la guerre de l'Est sera comme ça. On n'aura même pas à nous battre avec eux. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de NBC, National Broadcasting Corporation des États-Unis, a démontré que la guerre de l'Est, c'est le Rwanda. Kagame n'y est maintenant, il est cuit. Regardez dernièrement Ramaphosa, quand il est allé aux États-Unis. Donald Trump lui a montré des photos de cultivateurs blancs tués en Afrique du Sud, plus de 50. Il dit, vous êtes en train de tuer les blancs là. Ramaphosa n'y est. Trump lui donnait des photos. Regardez ça. Ça, c'est en quelle année? Amenez d'autres. Donc, ils avaient tout là. Je pense que Kagame vivra la même chose. Un temps viendra, on les appellera à New York là-bas. On va lui présenter des preuves qui vont le clouer. Et à la conclusion, on va dire, retirez vos troupes. Comme vous avez dit que c'était un problème congolo-congolais. Donc, ce ne sont pas des Congolais, mais c'est vous. Et les militaires qui sont là, ce sont des militaires de l'armée rwandaise. Les armes qu'ils ont là, ce sont des armes conventionnelles. Ce ne sont pas des armes qu'on peut trouver chez les rebelles. Donc, à l'allure où nous allons, un temps viendra, moi je le crois. Parce que ce n'est pas la première fois. 2005, ils ont pris Bukavu avec CNDP. 2007, moi je suis allé à 2008, je suis allé à Rutshuru. Un autre drapeau flottait à Rutshuru, drapeau de CNDP. Même couleur, même forme avec le drapeau de Mobutu. Là où Mobutu a mis la couleur verte, ils ont mis bleu. Là où Mobutu a mis la couleur jaune, ils ont mis rouge. Ils avaient en commun la main qui tient le flambeau. Je suis allé à Rutshuru, je travaillais pour SABC, South African Broadcasting Corporation, la télévision sud-africaine. J'ai fait des reportages, j'ai amené les images, je suis allé voir même ministre de la communication à l'époque, Lambert Mende. Le sens patriotique, je dis, je suis congolais, je suis allé voir Mende, il me regarde. Son attaché de presse, Gertrude, m'a vu, je lui ai montré, elle m'a conduit chez Mende. J'ai remis les images à Mende en main propre. J'ai dit, regardez, ici nous avons le drapeau qu'on a là. À Rutshuru, un autre drapeau flotte. Personne n'était au courant de ça ici. Mais cette aventure a duré combien de temps? Aujourd'hui aussi à Goma, Bukavu, ils peuvent hisser leur drapeau comme ils veulent. Mais un temps viendra, les propriétaires du Congo, ceux qui étaient assis à Berlin en 1885, ceux qui ont voulu que le Congo soit tel qu'il est, ils vont dire à Kagame, retirez vos troupes de l'Est. Merci Isaac. Patrick Bala. L'inexécution des recommandations des conférences de gouverneurs précédentes a été évoquée par ces gouverneurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui bloque les développements de province? Est-ce que ces questions ne sont pas évoquées lors de ces conférences? Bon, ce qui m'a toujours préoccupé, chaque fois qu'il y a conférence de gouverneurs, je me pose toujours la question pourquoi l'article 200 de la Constitution reconnaît la conférence de gouverneurs. Parce que ce qui est capital, c'est quoi? À quoi ça sert? On dirait c'est un moment de folklore, on vient, on passe, c'est devenu, on dirait, pour moi c'est du théâtre au fond. Parce que ce qui est plus important aujourd'hui, il fallait que cette structure soit là, mais que la structure soit définie. Parce qu'il est inadmissible que chaque fois que vous vous rencontrez, vous revenez sur les mêmes problèmes depuis la première conférence. Qu'est-ce qui a été exécuté depuis la première conférence? Rien. Parce qu'à chaque conférence, c'est le même discours. L'inapplication, l'inapplication, l'inapplication. Qu'on se pose à la 11e conférence, qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été fait? Moi, je pense que chaque fois qu'il y a conférence, il faudrait faire une évaluation. J'ai toujours insisté que moi, j'ai fait partie du monde de gare, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. On s'est donné une année pour faire ceci, cela. Qu'avons-nous fait? Chaque gouverneur, départ les différentes résolutions, pourra s'exprimer. Vous comprenez? Bon, après cette expression,
On se demande chez celui-ci pourquoi ça a tenu, chez celui-là pourquoi ça n'a pas tenu. Prenons la couverture santé universelle. C'est un programme du gouvernement national. Ok? Il est en train d'être appliqué, ce programme-là est en train d'être appliqué, pas suivant les gouverneurs, mais c'est suivant le plan au niveau national, au niveau de la santé. On avait lancé ça à Kinshasa, on s'est dit on va à l'ouest petit à petit, jusqu'à ce qu'on va couvrir toutes les provinces. Ce ne sont pas les provinces qui avaient décidé, ce n'était pas une émanation de la conférence des gouverneurs. Vous comprenez, madame? Donc, il faudrait que les débats au niveau de la conférence des gouverneurs tiennent compte des vrais problèmes ou des réels problèmes des provinces. Il y a une question fondamentale depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, c'est l'instabilité des provinces entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Surtout ça. Moi, je pense que c'est le lieu, le cadre de grands débats. C'est le lieu où on doit réfléchir pour faire des vraies propositions pour stabiliser ces provinces. Tant que ces provinces ne sont pas stables, même si vous amenez n'importe quel programme et quel projet, il n'y aura pas de réalisation. Mais il y a aussi une autre dimension. Il y a d'autres provinces qui ne savent pas décoller parce que ces provinces sont incapables à pouvoir maximiser les recettes qui peuvent faire vivre leur propre province. Voilà les grands débats. Parce qu'on veut développer une province, c'est dire qu'il faut un programme et il faut les moyens de cette politique. Il y a la politique de moyens et le moyen de cette politique-là. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la Mongala soit développée? Parce que le problème de la Mongala ne ressemble pas au Katanga. Chacun a ses Alors, vous venez avec santé universelle, bien sûr, vous allez laisser le gros à ces provinces sans d'abord respecter la Constitution qui reconnaît la retenue à la source. Nous sommes dans la rétrocession, c'est une violation de la Constitution. Moi, je pense que ce sont les moments où les gouverneurs doivent dire au chef de l'État, mais finalement, la Constitution, bien sûr, pas de la conférence de gouverneurs, mais la même Constitution reconnaît la retenue à la source. La Constitution ne parle jamais de la rétrocession. Voilà les problèmes qui touchent réellement les provinces. Alors vous me dites par exemple, chez moi je vais développer la santé universelle, couverture santé universelle. Bon d'accord, mais je vais le faire avec quels moyens? J'ai combien d'hôpitaux à Mongala? J'ai combien d'hôpitaux par exemple dans la Tchopo? J'ai combien? Parce que si j'associe les privés dans ce cadre de ce programme, il faut payer ces structures médicales que vous êtes en train de côtoyer. Vous comprenez peut-être? C'est ça le vrai débat. Mais on a fait de la santé un droit, oui, c'est constitutionnel, c'est un droit, mais l'accès, c'est aussi une autre chose. Il y a la disponibilité, il y a l'accès et la qualité. On parle de santé, oui. Est-ce que tout le monde a accès? La réponse est non. Est-ce que toutes les structures médicales sont disponibles pour recevoir tout le monde? La réponse est non. Parce que tout le monde n'a pas les moyens et tous ceux qui créent les structures sanitaires sont plus de privés. Il y a des contrées où vous trouvez un hôpital de l'État qui a déjà moisi, où il n'y a rien. Il y a la qualité. On va donner quel type de soins? Est-ce que ceux-là qui attribuent les soins aux patients, qui font de la consultation, ont-ils formé d'abord la qualité de prestataires? Voilà. La santé, c'est global. Mais il faudrait que le gouvernement provincial ait des moyens qui leur permettent d'asseoir cette santé universelle. Et ça sera vertical, ça vient de Kinshasa pour descendre directement pour résoudre ce problème. Pendant qu'on n'est pas dans la retenue, on est dans la rétrocession. Moi, je pense que c'est ce que ferait la conférence de gouverneurs, au lieu de venir applaudir seulement, on va sortir. En 2000, plutôt la 13e conférence, ils vont décider, ça sera où? Peut-être ça sera à l'Issala. Ça sera à l'Issala, on se retrouve encore à l'Issala. On ne sait même pas faire l'évaluation de ce qui s'est passé, parce que quand on fait une évaluation, c'est pour connaître quels sont les points positifs et les points négatifs. Les positifs, nous les retenons, les négatifs, nous devons les améliorer. Mais sur ce qui s'est passé à la 11e conférence, qu'est-ce qui a été négatif? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Moi, je pense, là, la conférence de gouverneurs aura un sens. Peut-être un dernier élément, nous sommes en période de guerre. Moi, j'aurais pensé que cette conférence pourrait être un moment de mobilisation de masse. Non, mais même ceux qui sont dans la partie où il y a la guerre ont aussi besoin de la santé, d'être en bonne santé. Non, on dit le droit. Ouais. Mais est-ce que vous permettez l'accès, la disponibilité, la qualité? Mais la réponse est non. Parce que j'ai dit c'est le programme du gouvernement central. Mais ici, nous sommes dans la conférence des gouverneurs qui doivent présenter leurs problèmes de province. Vous comprenez? Leurs problèmes de province. Bon, vous me dites Mbumba est à Kolwezi.
Santé universelle, chez lui, ça va. Ça a été lancé ici. Alors, c'est dit, il fait quoi là-bas? Un muet? Donc, prenons des questions fondamentales de la société. Qu'est-ce qui se passe dans la Mongala? Chaque gouverneur vient. Quelle est la priorité? Pourquoi ça ne va pas chez toi? Il peut vous dire, moi, je n'ai besoin que de 2 choses pour développer. Comme, par exemple, Nord-Kivu. Nous avons toujours dit aux autorités, donnez-nous seulement l'électricité et les routes. On se développe seul. Parce qu'il y a un esprit entrepreneurial là-bas. Quand vous êtes là-bas, tout le monde dit c'est le paradis, le paradis. C'est le secteur privé qui fait tout ça. Ce sont les privés qui le font, mais ils demandent seulement à l'État. Nos besoins directs. En dehors de la sécurité, donnez-nous les routes, donnez-nous l'électricité. Vous allez voir comment on va faire de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, un bout même de l'Ituri. Vous voyez, nos demandes sont différentes de ceux qui sont par exemple dans la Mongala. Aujourd'hui, j'ai même tellement Mongala. Ceux qui sont par exemple dans le Kwango. Vous comprenez? Les besoins sont différents. En ce moment, on se dit, ah bon, qu'est-ce qu'on va prioriser en termes de province? Nord Kivu, ceci, Sud Kivu, ceci, voici. Mais quand on fait des choses communes, on n'aura pas de retombées directes, on aura tout simplement cette répétition de ce que j'appelle le théâtre national. Jacques, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste une minute. Hein. Quand mon collaborateur parle de l'évaluation, je pense que la conférence des gouverneurs devait porter plus accès sur l'évaluation. Il n'y a pas longtemps, on avait entendu parler de programme de PEDEL, 145 territoires. On nous disait qu'on a mis 10 millions de dollars par territoire. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande si c'était vrai ou faux. Si réellement l'argent de l'État était sorti pour pouvoir remettre à chaque territoire 10 millions pour développer les infrastructures, alors c'est grave. Si jusqu'à aujourd'hui, certains gouverneurs ou des autorités ne sont pas jugés. Rappelez-vous le chef de l'État lors des campagnes électorales, quand il est allé chez nous à Lissala. Il y avait un papa là comme les Ngombe, le son intrépide. Hein? Il a pris la parole devant le président comme ça. Il dit, vous parlez de PDS 145 territoires. L'accès à ta toilette, Moko Botonga Awa. Attends, c'est là. Attends, Moko. Le gouverneur était sur place là-bas. Donc, je me demande, est-ce que l'Équateur là, est-ce que Bango Bazouamongote? C'est ça le problème. Regardez la province du Lualaba. Regardez la province du Lualaba. Bon, parce que c'est une province minière. En d'autres termes, les mines de l'Olaba doivent seulement développer les Lualaba. Et alors, en quoi sommes-nous un État? Donc ça, c'est un problème sérieux. La conférence des gouverneurs, ça devait être le moment d'évaluation. On a sorti l'argent pour construire telle école. Regardez quand vous sortez ici au boulevard du 30 juin, vous voyez un panneau là, on écrit les réalisations de PD 145 territoires. 145 territoires, mais les écoles qu'on montre, même pas 20. C'est ridicule. Moi, je pense que ça doit être le moment, comme mon co-débatteur dit, d'évaluation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Et si vous avez détourné l'argent de l'État, et on doit vous arrêter. La vérité est que plusieurs millions ont été détournés. Là où il n'y a rien, l'argent était sorti, mais malheureusement, personne n'est jugé pour ça. C'est ce qui est un peu choquant. C'est ce que j'allais ajouter par rapport à cela. Et je veux terminer en disant ceci. Vous voyez notre pays. C'est ainsi, moi, je dors comme un bébé. Je sais que la partie orientale du pays sera bientôt récupérée. Tu sais pourquoi, Gisèle? Notre pays, les grandes puissances qui ont partagé l'Afrique à Berlin, ils ont voulu que notre pays soit comme ça. S'ils voulaient balkaniser ou émietter le pays en 60, notre pays allait donner 6 États, comme l'Afrique équatoriale française, qui était composée de Lubangui-Tchari, l'ancienne Lubangui-Tchari, l'actuelle République centrafricaine, Tchad, Congo-Brazza et Gabon. C'était une fédération. Tous ces 4 pays étaient un seul pays. La capitale au Congo-Brazza. On appelait ça Afrique équatoriale française. En 1958, la France octroie l'autonomie à tous ces pays-là, donc ces territoires deviennent des États. En 60, indépendance, le 11, c'était la Centrafrique, le 13, Gabon, le 13, Tchad, le 15, Brazzaville, le 17, Gabon. Donc, on a séparé ces 4 territoires qui formaient un seul pays, que ce soit 4 pays différents. Chez nous, ici, c'était 6 pays. Pour comprendre que c'était 6 pays, regardez la constitution de la Première République, la loi fondamentale, avait donné au pays 6 provinces. Et les 6 provinces-là montrent vraiment les États au sens de peuplade. Vous voyez l'Équateur, province orientale, Kivu, Katanga, 2 Kasaï
et Congo central prenant Kinshasa, Bandundu et le Congo central dans MMPI. Donc notre pays, c'est une fusion de 6 États. Les colons en 1960 pouvaient donner l'indépendance séparant le pays en 6, mais ils ont voulu que le Congo soit tel qu'il est, ils savent pourquoi. Et personne ne peut balkaniser ça. Alors, nous terminons en justice avec l'affaire Constant Moutamba, le ministre de la Justice. Il a récusé le procureur général près la Cour de cassation, après qu'il ait introduit, le procureur, une demande d'autorisation de poursuivre Constant Moutamba. Comment vous voyez la suite de cette affaire? Bon, la suite, c'est que la justice va continuer à faire son travail. Ils sont au niveau de la phase pré-juridictionnelle. On ne fait tellement pas de commentaires, mais c'est qu'on sait de droit. Constant Moutamba a le droit de récuser. C'est son droit. C'est son droit. C'est-à-dire quand il trouve beaucoup de zones d'ombre qui le défavorisent par rapport à ce que lui connaît, il peut se dire non, apparemment je trouve en celui-ci peut-être des indices de corruption ou des trafics d'influence, ou la politique est derrière, peut-être des questions qu'on me pose n'ont rien à faire avec ce que je suis, pour lequel je suis accusé. Par rapport à beaucoup d'éléments, on peut récuser. Vous comprenez? Là, il a... c'est de son droit, parce qu'on a appris, je crois c'était vendredi, c'est peu que c'était chaud. C'était tellement chaud. Ils ne se sont pas bien entendus. On a trouvé que la version avait changé. Mardi, ça avait bien commencé. Il y a eu un échange tempéré. Mais vendredi, c'était à couteau tiré entre les deux parties, en tout cas. Il ne s'est pas présenté à la 3e audience. Hein. Pardon? Le ministre ne s'est pas présenté. Oui, il a lancé sa récusation. Il a rejeté tout simplement pour dire non, qu'on cherche quelqu'un d'autre. Donc, il n'a pas refusé. Il veut répondre à la justice. Mais la personne devant moi, non pas vous, qu'on cherche quelqu'un d'autre, de compétent, qui peut bien conduire le bateau, pour que le droit soit dit. Parce que je vous avais dit autrefois, j'insiste sur la maladie, la guérison de la justice. Si la maladie et la justice est encore malade, donc Moutamba qui était venu soigner la justice, on dira aussi qu'il a échoué. Donc il faudrait que la justice soit juste. Pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit guérie de la maladie que le docteur Tshisekedi avait découvert sur cette justice qui n'est pas en agonie. Mais si Moutamba trouvait que l'écart de cette justice malade persiste, il a le droit, en tant que citoyen, parce qu'il joue encore de la présomption d'innocence, il a le droit de récuser pour dire qu'on cherche quelqu'un d'autre. Comment ça va se passer? D'un côté, il y a une demande d'autorisation de poursuite, si l'Assemblée nationale autorisée, et de l'autre côté, il récuse le procureur. Ça va se passer comment? Bon, ça devient un peu compliqué. Qui va démissionner? Moutamba, par rapport à la demande. Ça va créer encore des tollés au niveau de l'Assemblée nationale. Ce débat encore va surgir parce qu'il faut qu'il soit maintenant poursuivi. Et pour qu'il soit poursuivi, il fallait qu'il y ait une conclusion entre les deux parties. Mais non, si c'est une seule partie qui se prononce et que l'autre l'a récusé, sinon on ira dans un procès de jugement inique. Vous voyez, inique, c'est-à-dire un mauvais jugement. Donc en ce moment-là, on peut se dire on arrête, on recommence avec quelqu'un d'autre pour que la justice soit faite. Parce qu'on ne peut pas, là, ça risquerait d'être maintenant un forcing. Pour tout le monde, ça sera une justice politisée. Il y a une main noire, c'est un complot parce qu'on est en train de forcer la main. Pourtant, la justice, c'est une coopération. On échange, on vous écoute, vous faites ces échanges et à la fin de compte, si les indices de culpabilité s'avèrent être vrais, à ce moment-là, vous êtes poursuivi et le dossier est fixé au niveau d'un tribunal, comme c'est son cas, c'est au niveau de la cour. Le dossier est fixé et le tribunal aura à faire son travail. On aboutira soit au fait de l'acquitter ou de le condamner. Ça, c'est la dernière étape. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu un compromis entre les deux parties qui sont en train de se quereller. On va considérer que tout ce que l'autre est en train de forcer, c'est fait à dessein. À ce moment-là, il doit s'abstenir et recommencer les choses. C'est comme on l'a vu avec Améré, on l'avait condamné à 20 ans, c'est allé à la cour
de cassation, c'est presque la même procédure. On a retourné ça au niveau de la Cour et on a changé ce qu'il fallait changer. Voilà, Isaac Moud, votre lecture. Bon, moi, ce qui me fait un peu mal, c'est à Kinshasa que cela se confirme que la politique influe sur le droit. Ça se confirme. Oui. J'ai vu ça même avec le procès 100 jours. Procès où on accusait le président du Parlement d'avoir détourné 57 millions. On organise un procès condamné à 20 ans. Comme la justice prévoit le principe de double degré de juridiction qui autorise à quelqu'un qui n'est pas satisfait avec la décision du premier juge, il peut aller en appel. Les avocats conseils de Caméré ont estimé que le jugement n'était pas correct. Ils sont allés en appel. En appel, on prend 20 ans, on réduit à 13 ans. Comme cette même disposition prévoit la dernière instance, Cour suprême à l'époque, on a scindé en 3, la Cour de cassation, ils ont amené le problème à la Cour de cassation. Le Cour de cassation regarde le dossier, Caméré a quitté. Donc toute la décision du premier juge, du deuxième n'était pas correcte, Caméré est innocent, il n'a rien détourné. Ça, on sent des influences politiques. Je prends maintenant le cas de Moutamba. Moi, je soutiens que lorsqu'on est aspirant à gérer la chose publique, on doit se mettre en tête que cette affaire de Moutamba et consorts donne aussi des leçons à tout le monde qui aspire à gérer la chose publique demain. À être ministre ou député, sachez que quand vous êtes député ou ministre, vous jouirez de l'immunité. Alors, parce que vous jouissez de l'immunité parlementaire ou ministérielle, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je me rappelle, mon père me disait toujours, quand tu aspires à gérer la chose publique, sache qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. Par exemple, si tu dis à quelqu'un, viens demain, je te reçois à 10 heures. 10 heures, vous devez recevoir la personne. Vous devez être irréprochable dans la société. C'est pourquoi on vous appellera excellence. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, aller dans un bar, boire, tout le monde peut aller. Mais quand vous aspirez à gérer la chose publique, vous ne pouvez pas. Sinon, ça pourrait vous rattraper un jour. Je veux dire quoi? Nous avons vu le ministre Moutamba quand il est arrivé à la tête du ministère de la Justice. Comment il a commencé? D'abord, il est venu avec son chien, les jours de passation de pouvoir, pour dire fini la République. Il est venu avec son chien. Tous ces scénarios, les gens observent. Il a libéré les prisonniers illégalement détenus à Makala. Il lance les états généraux de la justice, il condamne les magistrats, tout. Quelque part, il était devenu un peu gênant. Donc, quand déjà vous excellez dans ce sens, vous devez être prudent. C'est-à-dire, on va vous chercher. Vous savez, dans la politique est une arène très sadique. On va vous chercher seulement des poux, même sur une calvitie pour vous avoir. Bon, là que moi, je me dis, je ne suis pas son conseiller. Si j'étais le conseiller du ministre Moutamba, peu importe les circonstances, peu importe les raisons qu'il peut avancer, à cause de ce qu'il a montré comme touche de ministre de la Justice, il ne pouvait pas se permettre de contracter un contrat de gré à gré avec une entreprise pour construire une prison à Kisangani, peu importe l'endroit. Donc il devait suivre la procédure, lancer un appel d'offres et recevoir des candidatures et tout là. Comme déjà au départ, il a cautionné ou accepté l'irrégularité, ça pose problème. Maintenant, ça devient grave. Bon, moi, je soutiens ceci. À l'heure actuelle, que ce soit ministre de la Justice, que ce soit Premier ministre, peu importe l'autorité, si vous êtes cité dans un détournement, ça c'est très grave. Vous devez répondre, vous devez être jugé. Or, maintenant, là, nous savons tous que on ne peut pas en principe parler de l'infraction de détournement parce que pour qualifier une infraction, il faut que tous les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis pour que le magistrat puisse appeler cet acte détournement. Mais on sent peut-être une tentative, tentative de détournement. Pas détournement, mais tentative ou intention, comme vous dites là, parce que les députés qui sont allés à Turquie, là, le Willy Michike, ils ont dit que l'entreprise qui a eu ce marché, c'était un contrat de gré à gré, ce n'était pas passé par un appel d'offres, et puis des deux, c'est une entreprise fictive.
Sur papier, c'est une entreprise turque. Ils sont allés jusqu'à Turquie pour vérifier le siège de cette entreprise n'existait pas. Ils reviennent, ils disent que non, l'entreprise appartiendrait à une belle-sœur de ministre. C'est là que ça devient compliqué. Si tous ces petits faits sont avérés, alors ça sera grave. Même si... Des indices. Des indices là. Merci. Alors ça sera une grande déception. Par exemple, le ministre Moutamba va décevoir beaucoup de Congolais. Parce qu'on comptait sur lui, on pensait que voilà. Maintenant là, la justice sera vraiment équitable. Et j'allais même le suggérer aussi dans la réforme de la justice, de mettre en place ou de commencer à payer les avocats prodéo pour des Congolais qui sont lésés de leurs droits, mais ils n'ont pas d'argent. Par exemple, les syndicalistes, quand ils réclament leur salaire chez les chefs d'entreprise, surtout les entreprises privées, que ce soit les Libanais, des Indiens, vous voyez toujours des grèves. Mais généralement, ces Congolais-là n'ont pas de moyens de payer un avocat. Sous d'autres cieux, l'État doit mettre en place des avocats prodéo, payés à la fin du mois pour défendre les sans défense. Par exemple, tel que tu es là, tu es allé travailler chez un ministre, il ne t'a pas payé. Tu n'as pas un tribunal où l'accuser, tu n'as même pas aussi les moyens d'avoir un avocat. Si dans la réforme judiciaire de notre pays, on prévoit une possibilité pour les sans-abri, les sans-défense, qu'ils puissent rentrer dans leurs droits, ça serait une bonne chose. Qu'on ait des avocats prodéo qui doivent défendre les personnes lésées et l'État les paye à la fin du mois. Merci Zach Ngwenda, merci Patrick Bala, l'émission est finie. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montéry. Madame, Monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.